conscience et la place des émotions dans la spiritualité. Et c'est très intéressant de voir que finalement tout ce qui est séparé, tous les courants différents ont quelque chose en commun. Et ce que vous disiez aujourd'hui, c'était finalement, apparemment, il y a des formations où on travaille qu'avec le psychologique, d'autres on travaillerait avec l'énergétique, d'autres travailleraient avec l'émotionnel. Et en fait, tout ça, ça va ensemble. Dans ce corps-là, tout va ensemble. Et donc, ça me dépasse. Et s'il y a l'autre en face. Donc tout ça, ça fait une unité. Oui. Ce que vous disiez. Oui. Voilà. Après, ce que je remarque, c'est qu'on peut arriver à ces chemins-là, à cette conclusion-là, par des chemins très différents. Oui. Nous tous. Donc, tout ce que vous nous avez dit, je le partage, mais je n'ai pas suivi le même chemin que vous. Mais je le partage parce qu'on arrive à ces conclusions. Oui. Quand on a une vision plus globale Oui. de ce que c'est l'être humain et la place qu'il a l'être humain dans l'univers. Voilà. Il n'y a pas de question particulière. J'aime beaucoup ce que vous dites parce que à travers ce que vous nous dites, vous nous faites sortir, comment je dirais, des croyances forcément limitées de chaque courant de pensée de psychothérapie. Et si on sort de ça pour se poser la question suivante, quelle est notre anthropologie? C'est-à-dire, quelle est notre conception de l'être humain dans son rapport au monde et à l'univers? Alors, on descend de la réflexion, on n'est plus juste sur la psychothérapie, mais on est sur c'est quoi l'être humain, c'est quoi ma conception personnelle et intime de l'être humain compte tenu de mon histoire, et à partir de là, comment je vais concevoir la psychothérapie et le processus psychothérapeutique. Et à partir de ce moment-là, qu'on soit en analyse transactionnelle, en gestalt, en thérapie corporelle ou autre, si on a cette vision large de l'être humain dans son rapport au monde, logiquement, on devrait aboutir à des choses très semblables. Et moi, ça me donne beaucoup de plaisir et de satisfaction, parce que nous sommes, en tant qu'être humain, à la recherche de l'unité, à la recherche de la réunification de qui nous sommes. Et souvent, je perçois les différents courants psychothérapeutiques, et surtout en France, comme très séparés les uns des autres. Et je trouve ça dommage, parce que nous sommes tous préoccupés par l'être humain. Et il est compliqué, l'être humain. C'est compliqué de faire la psychothérapie. Et je trouve que des thérapies qui s'appellent thérapies intégratives sont intéressantes, dans la mesure où elles essaient de mettre ensemble des ressources qui viennent de différents courants. Et si quand elles arrivent à faire une belle synthèse de ça, moi je trouve ça génial. Et donc, vous disiez au départ, ce que je vais raconter, c'est pas la vérité, c'est ma vérité. Oui. Et donc, il y a plusieurs vérités. Oui. Et si on les met ensemble, ça marche bien. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et si on les met ensemble avec amour, ça stimule l'intelligence du cœur. Oui. Alors, il y a une question qui me trottine depuis pas mal d'années. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, parce que je ne sais pas si vous connaissez le tantra. Voilà. Oui. Mais j'avais le tantra, c'est ça. Le tantra, oui. J'avais depuis longtemps, on entend souvent dire que le tantra n'est pas une thérapie. Et pourtant, donc j'ai fait 12 ans de tantra, ma pratique thérapeutique s'en est trouvée transformée, presque du jour au lendemain. Et j'ai vu énormément de thérapeutes, et moi compris, qui venaient de la psychanalyse et qui étaient certainement le plus réticent au tantra, que je n'ai jamais rencontré. Et donc j'ai vu beaucoup de thérapeutes qui, en l'espace de 2 jours ou 3 jours, en l'espace d'un stage, avaient compris des choses qu'ils n'avaient pas pu comprendre pendant 10 années de thérapie. Oui.
voire design thérapie, plus 20 années de pratique, notamment sur leur cheminement, sur eux-mêmes. Et alors, peut-être est-ce dû aussi à la personnalité du formateur, parce que quand vous avez parlé dans votre conférence, il y a des tas de termes qu'on retrouve dans le tantra, hein, conscience, non-jugement, relaxation. Vous parlez de conscience élargie, le tantra c'est l'expansion de la conscience, donc il y a un vrai travail de conscience qui se fait. Et en plus, le formateur avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans était aussi très proche de la Gestalt, de Reich, etc. Donc ce sont des réseaux qui s'interconnectent, hein, qui sont très proches. Et du coup, donc, je me disais, est-ce que... Alors ça ne veut pas dire que si on fait du tantra, on peut faire l'économie de la thérapie, mais est-ce que vous ne pensez pas que le tantra puisse avoir des effets véritablement thérapeutiques quand c'est pratiqué, évidemment, avec quelqu'un, et peut-être que moi j'ai eu cette chance-là, alors non pas de rencontrer Margot Anand, mais peut-être quelqu'un d'encore plus exceptionnel de mon point de vue, parce qu'il travaillait pas seulement sur l'énergie, ce que fait Margot, mais aussi sur la conscience et la spiritualité. Et moi j'ai découvert la spiritualité, d'abord à travers l'expérience, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, à travers des expériences terribles, terriblement fortes. Je vous en ai décrit une, mais j'en ai vécu pas mal. Et que si je n'avais pas vécu ces expériences-là, j'aurais été insensible à tout ce qui était de l'ordre du ressenti. Voilà, moi je parlais avec ma tête, venant de la psychanalyse, pour moi le ressenti, ça n'existait pas. Et donc, à travers l'expérience, la découverte de la force incroyable de cette énergie qui nous habite et qu'on n'imagine même pas, de cette possibilité d'aller dans des niveaux vibratoires beaucoup plus élevés qu'on peut appeler spiritualité. Alors, pour moi en tout cas, la spiritualité c'est un mouvement ascendant, c'est un état et un mouvement ascendant qui nous emmène ailleurs que dans cet état-là, enfin l'état simplement corporel, avec une conscience élargie, effectivement. Donc, je reviens à la question initiale, est-ce que vous ne pensez pas que le tantra peut avoir des effets redoutablement thérapeutiques que n'ont pas forcément certaines thérapies? Que le tantra ait des effets thérapeutiques, oui. Pour moi, j'ai une longue expérience du tantra. Avec ma femme, on l'a aussi animé beaucoup de séminaires de tantra. Oui, ça a des effets thérapeutiques. C'est ça que vous vouliez savoir? Oui, non, mais c'est ça. Parfois, je me pose la question de... J'ai eu des prises de conscience en 2 ou 3 jours que je n'avais pas eu en un an de psychanalyse, par exemple. D'accord? Oui, mais vous aviez votre face psychanalytique derrière vous. Oui, il était derrière. Oui, mais je veux dire, ça peut être aussi aider à prendre, à faire des prises de conscience rapides. Oui, en même temps, j'ai eu l'impression que c'était un handicap parce que j'étais très réticent dès le départ. Je veux dire, j'étais en compte. Mais de toute façon, dans le tantra, en tout cas celui que j'ai connu avec Margot Anand et d'autres, ça cultive complètement les différentes voies que je viens de nommer. La voie du sentir en relation, il y a la voie de l'acceptation de ce qui est, et la voie de l'énergie et de la rencontre en tant que stimuler l'énergie. Il y a beaucoup de méditations, en tout cas dans ce que je fais à partir des chakras. Et ces méditations à partir des chakras, pour moi et pour beaucoup d'autres, ont été très thérapeutiques. Ça ne veut pas dire que ça fait l'économie, ça permet de faire l'économie d'une psychothérapie, on va dire, régulière, ordinaire. Mais effectivement, ça apporte la dimension énergétique qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres formes de thérapie ou dans la thérapie à deux, qui est forcément à un moment donné limitée. En bref, ce qui m'a vraiment intrigué, c'est qu'on pouvait faire des bons incroyables en 2-3 jours de tantra qu'on n'avait pas fait en 2-3 ans de thérapie. D'accord, ok. Votre expérience. Okay. Oui. Je vais pas utiliser place dans un micro. Pour moi, il y a quelque chose qui revient, enfin, qui m'énerve dans le sens de peut-être la voie du non-savoir. Dans le sens où je crois que
pour moi, quand je pense à la spiritualité, il y a cette chose reliée à l'inconnu. Et que du coup, ça c'est en lien avec l'état de disponibilité de quand j'accepte de lâcher mes projets ou quand j'accepte finalement juste de ne pas savoir ce que va être l'instant d'après. Je vois dans ma pratique que finalement c'est souvent dans ces moments-là qu'il y a des choses qui me viennent. Voilà, donc j'étais curieuse de savoir si... Voilà, parce que pour moi, vous évoquez cette question du non-savoir. Oui, pour moi c'est fondamental. Tout à l'heure, quand je vous donne l'exemple d'accompagnement sur le continuum de l'expérience et de la conscience, ce qui est là et encore, je ne sais rien. J'accompagne ce qui est là et je n'ai surtout pas cherché dans les connaissances intellectuelles, dans les expériences pour comprendre ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre, il y a juste à accompagner. Il y a un de nos collègues en Gestalt-thérapie qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Ne plus savoir ». Justement, c'est la voie du non-savoir et donc de la disponibilité à ce qui se passe. Comment il s'appelle? Jacques Blaise. Quelquefois, dans certains séminaires, je propose une séance de thérapie sans contenu. Et c'est absolument extraordinaire, parce que ni le patient ni le thérapeute ne sont encombrés par le contenu verbal, en tout cas, et par essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et comprendre qu'est-ce que je vais dire à ça, mon thérapeute, comment je vais réagir. Ça se passe à un autre niveau énergétique et sensoriel. Donc là, je ne sais plus rien. Mais par contre, j'ai cultivé la présence. La présence, l'empathie, la disponibilité, l'attitude de non-savoir et la confiance. La confiance dans le processus. Certains même utilisent le mot foi, la foi dans le processus. C'est une attitude de dépouillement. C'est-à-dire que je quitte mes habits de savoir et je suis là pour toi et avec toi. Et le processus qui va venir déclenché par cette position de non-savoir va déclencher une intelligence de nous deux ensemble et de la rencontre énergétique et par la conscience de nos deux corps et de nos deux histoires. Ça vous parle ça, cette idée de l'intelligence? On parle beaucoup de l'intelligence collective, mais dans la relation à deux, on pourrait dire ça aussi. Moi, je le vois souvent, ou je l'ai vu beaucoup, je le vois encore avec les gens que je supervise. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge, de l'imprévu, de l'inconnu, qu'on ne veut pas imaginer, qu'on n'attendait pas. C'est ça qui était juste à ce moment-là. Comme je disais quelquefois à mes collègues psychanalystes, dans ce que j'observais dans mon travail de gestalt thérapeute, où je ne travaille pas apparemment avec l'inconscient, justement l'inconscient, comme on ne le cherche pas, il rapplique au grand galop. À travers des rêves, à travers des actes manqués, à travers toutes sortes de choses. Et justement parce qu'on ne le cherche pas. Et dans la posture du psychothérapeute transpersonnel, je ne vais pas développer ici, je vais développer indirectement, il y a un point que je mets. Il ne cherche pas à ce qu'il se passe du spirituel. Ça vient tout seul ou ça ne vient pas. Mais ça vient tout seul parce qu'il y a un dispositif particulier qui est créé par la présence et par la rencontre. Donc oui, cultiver la voie du non-savoir, on pourrait dire aussi du non-faire. Quand j'accompagne, comme je vous le disais tout à l'heure, le faire, c'est juste accompagner et soutenir. Mais il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'amplification, comme on dit quelquefois en gestalt, de ce qui se passe. Et le faire, c'est juste accompagner ce qui est là, instant par instant, sans projet. Ça, c'est très difficile. Surtout quand on a une formation de psychologue.